On arrive au terme de cette journée et Raphaël Mingard va avoir la lourde tâche d'en faire une synthèse. Donc je vous présente Raphaël Mingard, qui est professeur de psychopathologie de psychologie et de psychopathologie clinique à l'Université de Lyon 2, membre du 4e groupe, donc psychanalyste, ancien secrétaire général de la SFETD. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est bien, psychologue clinicien, évidemment. Ah bah oui, pardon. Merci. Bon, merci. C'est un exercice qui est pas simple parce que l'idée c'est de reprendre un peu ce qui a été dit sans forcément redire ce qui a été dit, puis d'ouvrir et à la fois de poser des questions et d'amener aussi des éléments de réflexion. Mais avant de conclure et d'ouvrir, puisque c'est ce qu'Alexandre Salette me proposait ce matin, je voulais encore remercier la Fondation Apicil qui nous a soutenus dans cette journée et je voulais aussi la remercier à différents titres, à la fois parce que je fais partie du comité scientifique de cette fondation, mais aussi parce qu'elle a un vrai engagement dans ce qui est de la recherche et de la compréhension des mécanismes douloureux, et elle soutient aussi les travaux en sciences humaines dans ce champ-là. Et c'est pour ça que je souhaite la remercier. Moi, j'avais intitulé ma conclusion « Construire un travailler ensemble », ou plutôt « Aller vers un travailler ensemble ». Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui parle beaucoup du travailler ensemble, évidemment, mais on a essayé de mettre le focus aujourd'hui sur les rôles et fonctions des psychologues qui œuvrent dans l'étude et le traitement de la douleur, à la fois dans le champ hospitalier et hors hospitalier. Alors, hors hospitalier, on l'a un peu moins entendu, j'essaierai de faire un ou deux petits liens avec les collègues en libéral qui reçoivent aussi des patients douloureux chroniques. En tout cas, la douleur, elle nous invite à une clinique de la complexité et de l'incertitude, qu'elle soit aiguë ou chronique. Douleur aiguë, c'est pareil, on en a assez peu parlé, mais je la ramène un petit peu quand même. Elle engage toujours un mouvement, on l'a dit aussi, somato-psychique, complexe, qui va de plus grégaire au plus fugace, et puis qui va jusqu'au retrait d'une situation avec différentes modalités de retrait, mais qui touche aussi la question des ancrages narcissiques et identitaires, et puis qui viennent bien souvent ébranler l'édifice de vie des sujets. Évidemment, ce rapport à la douleur, on ne peut pas le construire sans nous. On a chacun un rapport à la douleur. Il a été un peu évoqué dans la journée aussi, je vais y revenir un peu plus tard. C'est la part subjective, interrelationnelle, et bien évidemment, la douleur nous amène aussi à une question, une part environnementale et qui est inhérente à l'être humain. Ce matin, sur les travaux de recherche, et en appui sur les travaux de recherche et l'expérience du travail quotidien des psychologues, on a essayé de ressaisir les bases et les notions fondamentales, comme la psychopathologie du somatique par exemple, mais aussi les lieux dans lesquels, j'en perds ma phrase, exercent les psychologues. Et bien évidemment, quand on parle de lieux, on va parler aussi d'équipe et de pluriprofessionnalité. C'est ce qui s'est décliné là tout à l'heure, et je reviendrai sur ces notions de pluriprofessionnalité à la fin. Il a été aussi question de notre rapport à la médecine, de notre rapport, c'est-à-dire celui des psychologues, mais aussi, comme le disait Jacques Grisard, celui de ce que nous sommes comme individus. On a aussi essayé de penser ça. Alexandre nous disait ce matin dans l'ouverture, il nous a fait une belle couverture freudo-lacanienne comme ça, pour essayer d'envelopper la journée. Et je voulais aussi associer quand même un auteur qui me plaît beaucoup parce qu'il me permet beaucoup de travailler ces questions-là. Alors c'est pareil, il est mort comme les autres, mais Ferenczi, je pense qu'il faut aussi le lire et le relire avec non seulement la question du traumatisme, mais de son rapport aussi à la relation thérapeutique. Parce que la douleur, elle nous convoque, et on l'a vu aujourd'hui, à toujours un travail sur un entre-deux au moins. Antoine Bieuil, Véronique Barfetti et Bertrand Lyonnais nous ont proposé des pistes pour penser la psychopathologie de la douleur, alors à partir d'une entité unique qui est formée par une articulation somatopsychique et qui est en rapport à ces lieux cliniques. C'est-à-dire que l'entité unique, on peut la penser, on est un sujet évidemment, il y a une articulation et elle se joue dans un lieu. Et donc, bien évidemment, la question des modalités transférentielles est centrale. On a toujours affaire à la douleur d'un sujet qui s'adresse à qui peut l'entendre, mais là aussi, il a été question de savoir qui s'adapte à qui. Est-ce que c'est le parcours qu'on adapte au patient ou est-ce que c'est le patient qui s'adapte au parcours? Je crois que ça pose la question effectivement de nos dispositifs. Bien évidemment, on est plutôt du côté de l'idée de s'adapter à la singularité des patients.
Ça va nous poser une question quand même, c'est-à-dire que les hôpitaux, ils sont là pour traiter des masses, des foules et des masses. Donc comment est-ce qu'on traite de la singularité dans un lieu qui est fait pour traiter des milliers de singularités? Donc on est forcément aux prises avec des dispositifs qui doivent se jouer de quelque chose d'une forme de mouvement, d'élasticité ou de dynamisme. Dans nos dispositifs, on arrive à peu près toujours sur les mêmes points de difficulté, qui est celui de donner une place satisfaisante ou suffisamment satisfaisante à un sujet qui est confronté à une situation qui le concerne, et qui le concerne en premier lieu. On a aussi fait le constat d'une situation qu'on peut qualifier comme d'une forme d'impasse, impasse des modèles, impasse institutionnelle, impasse dans les dispositifs de prise en charge, impasse dans la pensée ou dans l'économie aussi. Tout à l'heure, on a parlé du financement, ou les impasses relationnelles que vous connaissez bien dans la pratique. On se rend compte que certains modèles ne sont plus suffisants pour penser la clinique. Par exemple, on l'a vu d'un côté, le modèle de l'évidence-based medicine, qui a certains avantages, mais qui a aussi des limites. On le voit aussi dans les approches subjectivantes qui sont parfois trop décalées ou décollées. C'est-à-dire qu'on est dans un huis clos entre deux, et puis on va être comme trop dans quelque chose qui va être du côté de la psyché, de la pensée, et loin de l'éprouvé, du vécu du corps. On a affaire au quotidien à des états somatopsychiques complexes et il nous faut penser ces articulations, en tout cas penser des articulations en permanence, qui viennent interroger non seulement le rapport au médical, on l'a dit, mais aussi le rapport au social. Alors je referai un tour sur le modèle biopsychosocial avec un angle un peu différent. Et il nous faut penser ces écarts, il faut pouvoir essayer d'y voir un rapport. Alors je me disais, au fond, il y a quelque chose dans le rapport. D'un côté, on peut se dire comme trop collé au médical à certains endroits, mais la question du collage, moi, me faisait penser à la notion de la douleur qui nous colle au corps aussi, donc je y voyais quelque chose à penser du côté d'une homologie entre nos dispositifs de soins et leur fonctionnement et le rapport des patients à leur propre douleur. Ce sont des cliniques qui traitent aussi des seuils somatiques et psychiques de la vie, et qui vont concerner des vécus d'effondrement, de réorganisation somatique, des vécus de sidération, des états parfois agonistiques chez certains patients, des processus délirants pour d'autres, des états de démantèlement somatique, la douleur aiguë ou chronique, des processus aussi des états de démantèlement somatique en lien avec la douleur aiguë et ou chronique, et puis des processus de retour à et de la sensorialité. On en a assez peu parlé, enfin ce serait assez intéressant qu'on développe aussi un jour cette question de l'absence et du retour de différentes sensorialités quand la douleur s'efface un petit peu. En tout cas, ces cliniques-là, on s'en est aussi aperçu aujourd'hui, elles mobilisent de manière particulière le système perceptif et représentatif du psychologue, qui est, lui, engagé auprès des malades au sein d'une équipe. Et ça nous oblige à actualiser en permanence notre compréhension des processus psychiques qui sont engagés dans ces modèles de soins. Ces souffrances-là, elles vont s'exprimer, je l'ai un petit peu dit aussi, sur une scène institutionnelle qui a pour injonction, elle, de s'organiser pour répondre aux besoins de santé de la population et en articulation avec un développement de la recherche, de l'innovation technique. À la fois, là, on est plus sur un point de vue méta et sur un point de vue institutionnel, mais en tant que professionnel des institutions, on en fait partie et c'est important d'avoir aussi un regard sur ces questions-là. L'institution, elle doit s'organiser ou se créer ou se recréer autour de ces cliniques-là, dans l'idée d'un mouvement dynamique qui viennent à chaque fois croiser des questions aiguës et chroniques. Vous l'avez peut-être vécu au sein d'un exemple comme ça qui me vient pendant la pandémie Covid. Que sont devenus vos patients douloureux chroniques pendant la pandémie au début? Ils étaient plus à l'hôpital parce qu'ils pouvaient plus avoir accès à l'hôpital, parce que l'hôpital était préoccupé par une question très aiguë. Et puis il a fallu ensuite prendre en charge les patients chroniques avec lesquels on a gardé des liens téléphoniques pour certains, et puis d'autres sont arrivés dans une chronicité qui pour certains s'était augmentée. Donc comment est-ce que quand on pense les dispositifs de soins ou les institutions hospitalières, on fait pour avoir en tête les passages aigus et chroniques, les réorganisations hospitalières successives? On en a vu quelques-unes, la pandémie c'était un bon exemple.
Mais ça touche aussi chaque professionnel et chaque praticien dans son quotidien, hein. Alors, on a parlé des apports du psychologue dans les démarches cliniques. Comment est-ce qu'on rend compte de notre travail? J'ai trouvé cette question assez intéressante. Et en quoi et comment les travaux de recherche et l'expérience du travail quotidien des psychologues auprès des patients douloureux vont permettre de modifier les représentations concernant les modalités d'expression de la douleur, par exemple. Alors, on a évoqué le visible et l'invisible, bien sûr, mais il y a aussi la plainte, sa difficulté à quantifier, à la mesurer, c'est ce que la faire sentir, ce que nous disait Fanny Miller. Il a été aussi question de l'écoute, qui était déclinée selon la subjectivité des écoutants. Donc l'écoute avec toutes ses nuances, écoute en équipe, écoute en cabinet. Je reviens sur cette question-là. On n'entend pas les plaintes de la même manière chez les patients douloureux quand on les voit en individuel en cabinet et que derrière la porte on ouvre et que c'est la rue, ou que quand on ouvre la porte et que derrière la porte il y a tout un service. On n'est pas dans les mêmes dispositions à entendre la plainte et on n'entend pas les mêmes plaintes non plus. Les patients ne s'adressent pas à nous de la même manière non plus. Ils savent très bien à qui ils s'adressent, les patients. Donc les écoutes au singulier et ou au pluriel. Faire du patient le sujet de sa souffrance plutôt que l'objet de sa plainte. Voilà ce que je pourrais proposer comme phrase aussi qui viendrait résumer un peu une formule sur ce qu'on pourrait ou devrait idéalement arriver à déboucher en accompagnant les patients, notamment à l'hôpital. Et puis on a parlé des échelles aussi, des outils. Alors pour construire quoi et comment, Séverine Conradi resituait le champ de la pratique de la psychométrie, et puis tu nous amènes la question du rapport à la recherche, mais avec un point de bascule, moi je me disais un seuil peut-être qui risque de plonger dans un trouble, la psychométrie ancrée dans une épistémologie en psychologie, qui vient comporter, ou du moins est-ce qu'elle comporterait des différences avec des mesures utilisées dans une épistémologie biomédicale? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas des fois tendance à partir d'un même questionnaire sur une épistémologie ou sur une autre, le risque c'est de se confondre en fait. Donc l'intérêt ce serait peut-être de respecter nos épistémologies, donc de se les présenter, d'échanger autour de nos différentes épistémologies pour pouvoir développer des approches complémentaires. Ça j'y reviendrai aussi à la fin. Donc en quoi et comment le partage des connaissances permettrait aujourd'hui d'élaborer des dispositifs de soins sur mesure et adaptés, et à ce moment-là adaptés aussi à des grands nombres de patients. Jacques Grisard, Marion Richard et Anne Masselin-Dubois nous ont proposé des réflexions sur les apports du psychologue dans les parcours patients. Alors, ils nous montrent en quoi finalement les places, rôles et fonctions, mais aussi les connaissances et les personnalités des psychologues participent totalement du parcours des patients. Et s'ils ne sont pas toujours visibles ou lisibles, ils n'en restent pas moins opérants ou agissants. Il a été question du sens et du tiers agissant aussi. Moi, je trouve que cette question du tiers pour le psychologue, qu'est-ce qui est fait le tiers pour le psychologue, hein, tu en parlais aussi, Morgane, mais je reviendrai dessus après. Tiers pour le psychologue, tiers pour les patients. Vous nous avez présenté aussi l'expression de la diversité des positionnements et des approches des psychologues qui mettent en évidence la complexité dans laquelle se trouvent également pris les patients et les soignants. On sait que dans le champ de la psychologie, le champ est tellement grand que on a une psychologie qui va aller du côté de la mesure aussi, et cette psychologie qui va du côté de la mesure, en ce moment, elle pourrait se rencontrer très très bien avec une méthodologie médicale qui va aussi du côté de la mesure. Mais voilà, je reviens sur mon histoire de comment on se différencie, arriver là, hein, ou comment on est au risque d'être dans la confusion. Donc vous nous amenez à mettre au travail finalement différentes questions à cet endroit concernant notamment, ah oui, et puis il faut aussi la question des actes, la manière dont les actes des psychologues sont cotés. Je pensais à la question de la lisibilité ou de l'invisibilité, mais également la position que le psychologue occupe dans l'équipe et de la relation avec les autres membres de l'équipe. Comment est-ce que les autres professionnels dans vos services s'inquiètent de la cotation des actes des psychologues? Bon, je sais pas. Comment l'infirmière s'inquiète de savoir si vos actes sont cotés, par qui? Comment le médecin il s'inquiète de... Je sais pas. Bon. Je pense que c'est important. Comment on porte la préoccupation pour l'autre, en fait. C'est pour le dire autrement, à la Winnicott, par exemple. Parce que se préoccuper de la manière dont les actes des psychologues sont cotés dans son service, c'est aussi se préoccuper de son service un petit peu, d'une certaine manière.
Donc, comment est-ce qu'on est parfois visible et puis parfois on n'est pas visible? Bien sûr, il y aurait à penser la dynamique complémentaire ou complémentariste émergente, notamment à partir de l'introduction d'un tiers qui offre un décalage, un décollage possible et qui maintient toujours qui permettrait par ce décalage de garder une vibration qui viendrait éviter l'aveuglement dogmatique et le risque de la toute-puissance. Mais on est tous au risque de cette toute-puissance. La dernière question de la discussion, dans la discussion de tout à l'heure, elle est tout à fait intéressante pour ça, justement. Hein. Qu'est-ce que les autres nous apportent aussi? C'est souvent ce qui nous est reproché, d'ailleurs. Hein. On pense les choses, on les pense de façon très globale, et du coup, qu'est-ce que les autres nous apportent? Comment on travaille sur ces parts comme ça, plus en creux, du coup? Face aux équipes et à l'entourage, Morgane Husinker, Florence Reiter et Baptiste Ligné nous ont parlé des différentes places. Alors moi j'ai rajouté différentes places intenables du psychologue dans l'hôpital et dans l'équipe, parce que quand on t'écoute, Morgane, on se dit comment on peut faire pour être à la fois dedans, dessus, dehors, dessous, à l'écoute d'eux, enfin c'est impossible. Bon. Mais c'est un métier impossible, on nous l'avait dit, hein, ça il y a très longtemps, on voulait pas le croire. Donc ces places qui sont intenables du psychologue dans l'hôpital et dans l'équipe, place au sein de l'institution avec un organigramme hiérarchique et place dans l'équipe avec un organigramme fonctionnel, place auprès des professionnels, des patients, autant de places qui nécessitent des capacités de différenciation, je reviens dessus, et puis des capacités de refusement. Alors ça c'est un mot qui n'existe pas, mais je l'aime bien aussi, comme disait Véronique ce matin. De pouvoir refuser ou se refuser à occuper une place. C'est aussi prendre une place que de s'y refuser. Et ça a toute son importance dans une équipe. Alors, place intenable, refusement, mais qui nous envoie aussi peut-être à formuler une forme d'impuissance. Je ne peux pas, voilà. Place intenable aussi, ou place qui nécessite du coup du mouvement et de l'appui sur une groupalité qui pourrait se jouer ailleurs. Et là, je vous renvoie à vos supervisions, ou vos intervisions, ou à la façon dont les psychologues se pensent aussi, ou sont pensés, ou pensent leur pratique. Et puis une place intenable, alors dans les approches bi ou plurifocales, en consultation douleur, comme tu nous l'as montré Florence, par un jeu de mots sur un maillage au risque d'un collage, voire une fusion entre le docteur en médecine pédiatrique et le docteur en psychologie, où quelque chose arrive à être comme confondu, ce qui est tout à fait intéressant du coup, hein, comment à force de travailler ensemble, il y a quelque chose qui se fusionne à différents endroits et qui peut être intéressant d'interroger justement. Et puis Baptiste, tu nous rappelles les missions du psychologue et soulignes la difficulté d'inclure dans nos maquettes universitaires effectivement des enseignements spécifiques. Alors faut-il pas? Moi je me disais en même temps, tu montres aussi qu'on se développe en périphérie, en à côté, en articulation. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui est déjà créé et qui finalement serait à continuer de développer plutôt que de l'inclure. Alors dans la question de la 6e année, je sais pas, qui serait une année de spécialisation, mais en même temps ce serait aussi quelque chose d'enfermant. Enfin bon. Ça reste ouvert, c'est intéressant. Et puis vous voyez donc d'inclure dans les maquettes universitaires, tu me montres comment ça se déplie ailleurs. Et puis je pensais aussi aux cliniques non hospitalières. Enfin, la question de la douleur, elle se joue pas uniquement à l'hôpital. Je le soulignais tout à l'heure, elle se joue aussi dans les cabinets, mais elle se joue d'une autre manière. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à travailler sur ce qui s'articule en fait, ce qui se joue en cabinet, ce qui se joue à l'hôpital, et si on arrive à avoir des modélisations pour penser ces ensembles-là. Et je voulais juste terminer sur une partie un peu plus justement sur ce travailler ensemble. Morgiane Bridou, tu nous ouvres sur cette question-là, hein, sur le point central, c'est-à-dire comment on s'apporte les uns et les autres quelque chose finalement, et dans les uns et les autres, il y a bien du ensemble. Alors je voulais vous proposer cette réflexion-là. Ce qui me semble fondamental d'abord, c'est de partir d'un postulat de départ qui serait que la matière brute qu'est la rencontre avec un patient, elle est toujours saisie dans un bain théorique et dans un bain d'expérience qui doit régulièrement être interrogé pour pas que ce bain-là se rigidifie ou se dogmatise. Hein, on a affaire à des états somatopsychiques complexes qui relèvent d'une forte incertitude
quant à la possibilité de maintenir ou récupérer une homéostasie dans les différentes sphères ontologiques. On en a parlé tout à l'heure, les sphères ontologiques biopsychosociales d'un sujet. Et ces situations, elles convoquent à la dimension du traumatisme, de l'incertitude, de l'impasse, de l'impuissance. Et elles posent la question de la subjectivité et de l'intersubjectivité pour les malades, les équipes et les familles. Donc l'idée de construire travailler ensemble, elle peut pas aller sans le partage non seulement de nos pratiques, mais des théories de nos pratiques. Donc une modélisation qui serait une modélisation plus large du fonctionnement de l'équipe, qui va révéler que la pluriprofessionnalité est bien plus souvent une pluriprofessionnalité prescrite. Alors là, j'attaque un peu, mais ça me semble de bonne guerre. En réponse à une injonction opératoire, c'est un modèle procédural, cumulatif, le modèle de l'adjacence. On a plus affaire à ça qu'à une pluriprofessionnalité réelle et dynamique, qui serait relationnelle et fonctionnelle, et qui relèverait d'une approche plus complémentariste. On en a parlé ce matin, le modèle biopsychosocial, il est très inspiré du modèle biomédical, et il va comporter le risque d'inclure des approches biologiques et psychologiques et sociales dans une forme d'homomorphie finalement au modèle biomédical. Et ça, c'est ce qu'on trouve très souvent, en fait, c'est l'écueil majeur de ce modèle-là, qui du coup, ce modèle biomédical qui continue d'occuper la centralité puisqu'on est dans une homomorphie, hein, donc les autres sont pris dans ce mouvement-là, alors que donc à partir de cette homomorphie-là, le modèle biopsychosocial, il est très souvent porté, voire même revendiqué en disant, ben voilà, on dispose bien de façon adjacente de nos pluriprofessionnels, médicaux, psycho, infirmiers, et ça permet sur le papier, 3 minutes c'est parfait, ça permet sur le papier de pouvoir montrer qu'on est pluriprofessionnel. Bon. Évidemment, vous l'avez compris, on obtient une perspective biopsychosociale là, mais qui se fait dans une forme de simplification méthodologique, en face de la complexité clinique et épistémologique qu'on va rencontrer. Donc moi, je vous invite plutôt à repenser ce modèle-là, et là, je sais que j'ouvre un débat avec Antoine Bioy, dans une perspective complémentariste qui permettrait de substituer à des systèmes de causalité simples et linéaires, dans lesquels il y a déjà un résultat préconçu, des systèmes de causalité complexes, multiples et circulaires, parfois difficiles à identifier et à contrôler, mais qui engage en équipe ou qui engage un travail d'équipe autrement plus exigeant et plus incertain quant au résultat. Donc en clair, l'idée c'est de pas aller chercher ce qu'on est sûr de trouver, mais c'est de chercher ensemble quelque chose qu'on connaît pas et en plus d'y éprouver du plaisir. Un truc fou en ce moment. Donc on a besoin de préciser pour ça nos soubassements épistémologiques qui vont orienter la construction de ces modèles méthodologiques et des dispositifs de soins. On a besoin de croiser nos méthodologies de pratique et de recherche pour ça. Et ça, c'est un travail, et là, pour le coup, vous connaissez ces termes-là déjà, c'est un travail qui s'appelle un travail de différenciation et aussi d'individuation, mais qui va pouvoir permettre une nouvelle rencontre enrichissante et inattendue. Donc on a besoin à la fois de bien être inscrit dans son champ propre et pouvoir s'intéresser au champ de l'autre sans se substituer à lui pour garder le plaisir de l'échange et de l'en-plus, enfin de quelque chose en plus qui va arriver par la rencontre justement ou par ce que représente l'inconnu de la rencontre avec d'autres professionnels. Et donc pour ça, il nous faudrait inventer, une épistémologie de la complexité appuyée sur une conflictualité créatrice. Voilà, ce sera le thème de la prochaine journée. Je vous remercie. T'es descendu. Je suis descendu. Contrôle fric, tu sais. Attends, ne me mets pas tout de suite. Si. Bah, tu me l'as dit. Bah si, vas-y.